Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, il est 18h. Merci à tous, à toutes d'être présents. Donc, je suis en compagnie ce soir de mon collègue Thomas, que je vais vous présenter juste après. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. On a des personnes qui arrivent là en flux continu. On est 55. On était 54, 53, il y a 56 maintenant. Donc, on va attendre quelques minutes, peut-être que du monde arrive. Est-ce que Pedro, peut-être, tu nous entends? Est-ce que tu arrives à activer ton micro? Oui, je crois qu'il est connecté. Oui, maintenant Super. ça marche bien. Génial. Bonsoir à Génial. tous. Bonsoir. Salut Pedro. Salut. Est-ce que vous voulez que je reste tout le temps avec la caméra allumée ou... Ouais, tu peux, ouais, clairement, si Parfait. ça va pour toi, ouais, très très bien. Magnifique, Ouais. magnifique. En tout cas, Là, on est vais... 60, le nombre est encore en train de monter, mais... Wow. C'est un gros accès pour les premiers. C'est émouvant. Ouais, je vous propose qu'on démarre, je vais prendre la main. Et après, je vais pouvoir vous présenter aussi mes collègues qui sont présents, que vous avez déjà partiellement croisés, Thomas, Pedro. Hop, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Déjà pour démarrer, vous avez donc sur Teams en haut sur la barre d'écran, vous avez une partie conversation, une partie Q&R ou QA selon la version, la langue de votre Teams. C'est dans cette partie-là que vous pourrez poser vos différentes questions, donc n'hésitez pas à les noter pendant le webinaire. On prendra un temps à la fin pour pouvoir y répondre un peu plus, de manière un peu plus posée. Mais n'hésitez pas à alimenter le flux pendant tout le webinaire. Voilà, donc on est ensemble ce soir pour un premier webinaire Microsphère sur la microbiologie des sols en viticulture de manière générale, mais de manière plus pratique sur l'analyse ADN, notamment appliquée à la viticulture. On va balayer pas mal de choses ensemble ce soir. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Lucas Didier, enchanté. Donc moi, je suis directeur développement innovation chez Microsphère. Et ce soir, j'ai la chance de pouvoir être accompagné de Thomas Grostet, donc qui est responsable scientifique et interprétation chez Microsphère également, et de Pedro Delignan, que vous venez de voir, qui est en visio aussi avec nous, qui est Business Developer Manager sur la zone Europe chez Biomakers, qui est notre partenaire dans le cadre de ces analyses de sol et tous ces diagnostics ADN-là. On va pouvoir creuser pendant ces 40-45 minutes de présentation à peu près, sur lesquels on va prendre ensuite un temps de questions-réponses ensemble. Donc le webinaire, il va être découpé en à peu près 4 grands temps. Un premier grand temps, on va pouvoir commencer à parler autour de l'analyse ADN des sols. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait le lien entre l'ADN, les fonctionnalités et les pratiques. Donc ça, c'est plutôt le second temps. Et ensuite, un troisième temps qui est le cas concret en viticulture. Donc là, on va aborder 2 cas concrets en viticulture issus de ces diagnostics ADN. Pour aussi vous montrer quels sont les attendus finaux qu'on peut avoir de ce genre de technologie appliquée au monde agricole et plus particulièrement au monde viticole. Et ensuite, on prendra un 4e temps de questions-réponses pour pouvoir échanger sur l'ensemble de ces sujets. Donc, n'hésitez pas à réagir dans la partie questions-réponses et on lira les réponses, les questions et les réponses en fin de session. Voilà. Je voulais démarrer ce webinaire par une petite image très simple, mais qui, à mon avis, est très parlante. C'est tout simplement l'image d'une petite cuillère avec quelques fractions de sol à l'intérieur, environ 1 gramme. Et dans ces 1 gramme de sol, il se passe tout un tas de choses. Et notamment, il s'avère que ces 1 gramme de sol sont très actifs biologiquement. Ils hébergent tout un écosystème vivant, tout un équivalent de civilisation en bactéries, en champignons, tout un tas d'êtres vivants. Aujourd'hui, on va faire plutôt un focus sur les bactéries et les champignons. Et aujourd'hui, c'est variable selon les types de sols, mais on estime que dans environ 1 gramme de sol, donc ce qui représente à peu près cette fameuse cuillère à café, on va trouver 100 millions à 1 milliard de bactéries, 1 à 3 mètres de mycélium qui sont les ifs
mycéliens, donc les champignons qui vont grandir en longueur. Donc là-dedans, on va retrouver une activité biologique très intense dans une fraction de sol qui est très faible, mais que malheureusement on ne peut pas aborder aujourd'hui à l'œil nu pour des raisons tout simplement physiques. Mais c'est aussi pour ça qu'on a développé des outils qui nous permettent de vraiment pouvoir appréhender cette fraction biologique du sol et de pouvoir l'intégrer comme vraiment un outil de compréhension pour la gestion des systèmes agricoles et l'implantation de différentes pratiques agronomiques. Et c'est tout le sujet qu'on va essayer d'aborder avec vous ce soir, avec Thomas qui est à côté de moi et avec Pedro qui est en visio aujourd'hui. C'est de ce constat-là qu'est né du coup Microsphère pour la présentation aussi et la remise en contexte de la structure. C'est notre premier webinaire, donc merci vraiment à tous et à toutes d'être venus. On est assez nombreux, donc c'est super et ça fait très plaisir. Donc Microsphère, c'est vraiment une structure qu'on a développée pour justement aller creuser dans cette boîte noire de la biologie des sols, et notamment de la microbiologie des sols, pour vraiment avoir des outils pratiques qui nous permettent d'aller très loin dans la prévention des systèmes agricoles via l'angle notamment biologique, mais pas que. Et donc Microsphère, c'est un laboratoire d'analyse microbiologique des sols, des plantes, des écosystèmes, qui a l'objectif de sortir des finalités agronomiques très pratico-pratiques, depuis des analyses poussées qui nous permettent vraiment d'appréhender les systèmes dans leur globalité. Et Microsphère donc, nous permet aujourd'hui, via ces différents outils, de définir différentes pratiques agronomiques qui sont les pratiques clés aussi sur lesquelles on va conseiller, accompagner nos différents partenaires, qui sont notamment les apports de matière organique, l'optimisation de la fertilisation, la production de couverts végétaux, de manière globale la résilience environnementale du système agricole, mais plutôt comment est-ce que le système agricole va réagir et se développer dans des conditions parfois compliquées, notamment météorologiques par exemple. La gestion intégrée des ravageurs et pathogènes. Donc là, volontairement, on a choisi le mot gestion intégrée qui peut intégrer des produits phytosanitaires, biologiques ou non, qui peut intégrer du biocontrôle, qui va intégrer aussi l'aspect paysage, auxiliaire, biodiversité, etc. Et aussi toute la partie organisation du travail du sol. Tout ça pour lancer, démarrer et poursuivre la régénération durable des systèmes agricoles qui répondent aussi aux enjeux actuels et à venir sur tout un tas de questionnements. Microsphère, pour le remettre également en contexte, dans son contexte plus large, c'est une filiale du groupe Biosphère. Donc, le groupe Biosphère, c'est à la base un bureau d'études, donc un cabinet de conseil stratégique et opérationnel, donc à la fois pour des entreprises de l'agroalimentaire, de l'agriculture de manière générale et des agriculteurs en direct évidemment, pour des définitions stratégiques, opérationnelles, agronomiques, de l'accompagnement de terrain, de la R&D interne, qui est une de nos forces depuis plusieurs années, et de la R&D externe pour différentes entreprises, un centre de formation et du coup dernièrement un laboratoire d'analyse avec Microsphère sur lequel on va développer aussi certaines analyses ce soir, avec plus en référence dans 18 pays, avec différents partenaires. Et aujourd'hui, on est 35 collaborateurs en fluctuation là-dessus. Et surtout, on a 10 ans d'expérience en agriculture régénératrice, ce qui nous permet aujourd'hui de vraiment pouvoir pousser cette thématique-là et de pouvoir la développer auprès de nos différents partenaires, que ce soit des agriculteurs, des techniciens, des agronomes, des entreprises de l'agroalimentaire, etc., etc. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser entre les bonnes mains de Thomas, qui va démarrer cette partie-là, notamment sur l'analyse ADN des sols, qui va pouvoir rentrer dans des détails sur son mode de fonctionnement, et ensuite on va pouvoir dérouler l'ensemble et se partager la parole entre Pedro, Thomas et moi. Donc je vous laisse avec Thomas, et merci beaucoup. Bonjour à tous. Du coup, suite à cette introduction qu'a fait Lucas, effectivement, mon rôle, ça va être un peu de vous présenter pourquoi et comment ces analyses ADN des sols. Alors, je m'excuse d'avance pour la diversité du public, qui certains vont peut-être chercher des informations très poussées, d'autres un peu moins. Ça reste une présentation assez générale. On pourra rediscuter de certains sujets en temps de questions-réponses. Donc, l'analyse ADN des sols, pour commencer, avant de rentrer dans le détail des technologies, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on s'intéresse à la microbiologie des sols.
il est maintenant admis que depuis, ça fait maintenant un peu de temps que c'est admis que dans la réflexion autour d'une fertilité globale, d'une fertilité naturelle d'un sol, on peut se baser sur une réflexion divisée en 3 grands piliers. Une fertilité physique qui va être liée par exemple à des choses comme l'agrégation, la microporosité, la micro et la macroporosité du sol, en lien avec la rétention de l'eau par exemple. Une fertilité chimique en lien avec des choses comme le statut acido-basique, la capacité d'échange cationique, ce genre de paramètres. Et puis, ce dernier pilier, fertilité biologique, qui est, on va dire, un des moins étudiés pour l'instant, sur lesquels on arrive à moins de poser de diagnostics concrets, qui repose à la fois sur l'activité et les fonctions de certains organismes macroscopiques, la macro, la mésofaune, composée des vers de terre, des colamboles par exemple, qui ont des actions indispensables dans le sol, mais aussi de la microbiologie du sol, composée majoritairement de bactéries et de champignons, comme l'a déjà introduit Lucas, avec cette vision quantitative de la cuillère de sol. Mais au-delà de cette vision quantitative, définir la fertilité biologique d'un sol, c'est pas si facile que ça. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre toutes les fonctions que peuvent réaliser ces micro-organismes dans le sol, à quoi ils servent finalement, quelles sont leurs fonctionnalités, et d'un point de vue plus global, de comprendre en fait qu'est-ce qui va apporter, quand on fait une analyse sur la microbiologie du sol, sur quelles fonctions on va pouvoir étudier vraiment l'efficacité ou l'équilibre de cette vie microbienne. Alors pour juste introduire ce terme vie microbienne équilibrée qui pourrait porter à confusion, on n'a pas un équilibre de la vie microbienne d'un sol, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un équilibre pour tous les sols, il n'y a pas un graal de la vie microbienne. Par contre, ce que l'on entend par une vie microbienne équilibrée, c'est une microbiologie, un écosystème microbien composé d'un nombre d'espèces de bactéries, de champignons, qui, en fonction de la typologie de sol qu'on va étudier, va répondre à des fonctions d'intérêt pour ce sol, mais aussi pour les cultures qu'on y fait pousser. Donc, dans les fonctions, pour en faire une petite liste, dans des grandes fonctions que peut avoir la microbiologie du sol et des fonctions plutôt positives en termes de production et de fertilité du sol, on va avoir des effets sur la suppression des maladies, des effets sur le cyclage et la rétention des nutriments, cycle du phosphore, cycle de l'azote, donc les micro-organismes sont très impliqués dans tous ces cycles, l'amélioration de la qualité des nutriments, la nutrition adaptée de la plante, donc quand je dis adaptée, c'est adapté dans le temps, adapté dans la quantité, des micro-organismes qui aident la plante à se nourrir au bon moment, dans des bonnes quantités. La limitation aussi de la propagation de certaines adventices, en ayant une vie microbienne équilibrée pour un type de sol donné, on a ce genre d'intérêt aussi. Et puis, quelque chose qui se groupe sur la fin, des fonctions de formation de la structure du sol, par la création de cette microporosité, les liens entre les microagrégats, par justement des champignons aussi, les filaments de champignons dont parlait Lucas tout à l'heure, ce qui aussi améliore par exemple des choses comme la rétention en eau. Donc voilà, on voit déjà un gros panel de choses qui nous semblent intéressantes à étudier quand on parle de microbiologie. Et après, une autre chose, c'est de savoir que ça sert, savoir que ça sert à quelque chose et que c'est intéressant et que ça rentre en compte dans la compréhension de la fertilité d'un sol, c'est toujours bien. Par contre, savoir si on va pouvoir l'utiliser et le rendre potentiellement opérationnel dans un diagnostic, c'est une autre chose. Et aujourd'hui, le diagnostic ADN d'un microsphère, c'est pas uniquement une analyse ADN qui va rendre compte de ses fonctionnalités, c'est aussi un diagnostic qui est remis en contexte dans un contexte agronomique complet. Aujourd'hui, pour déterminer la fertilité naturelle d'un sol, pour comprendre déjà le fonctionnement d'un sol, on se base toujours sur une base qui est le contexte pédoclimatique de ce sol, avec à la fois des données climatiques, en termes d'analyse, je parle, donc des données climatiques, des sondages tarières, tests bêches, des choses qui vont nous permettre aussi, sondage tarière au profil de sol aussi, qui vont nous permettre de caractériser des grandes typologies de sol sur lesquelles on est en train de travailler, comment le climat aussi peut influer sur ce sol. Après, si on veut aller un peu plus loin, là dans l'invisible,
on va aller regarder plutôt sur les 30 premiers centimètres du sol ce qui va se passer en termes d'équilibre physique, en termes d'équilibre chimique. Donc là, avec des choses comme les analyses physico-chimiques classiques, hein, qui comportent une partie sur la texture du sol, très importante dans un diagnostic, mais aussi des éléments comme la teneur en éléments, enfin des choses comme la teneur en éléments, comme le statut acido-basique pour la partie chimique. Et puis, pour la partie chimique aussi, de nouvelles analyses très intéressantes à rentrer dans un diagnostic global, des analyses organobiologiques qui nous permettent aussi de mieux comprendre la dynamique des matières organiques dans les sols, ainsi que justement la capacité globale du microbiote à dégrader ces matières organiques et des notions de qualité de matière organique qui sont très importantes. Et pour finir, on va rentrer dans un autre niveau d'analyse, encore plus plutôt plus nouveau en tout cas que les autres méthodes de diagnostic et d'analyse connues, qui sont donc les analyses qui vont rentrer dans le moteur microbien. Dans le moteur microbien, il y a une analyse qui existe déjà depuis un petit bout de temps et qui est vraiment très intéressante à intégrer dans un diagnostic. C'est l'analyse de biomasse microbienne, qui elle est une analyse purement quantitative de la biomasse de tous les micro-organismes qu'il va y avoir dans un sol. Donc Lucas parlait tout à l'heure de la quantité de micro-organismes qu'on avait. Là, la biomasse microbienne va nous quantifier combien, en fait, vraiment combien il y a de micro-organismes dans le sol par gramme de sol. Par contre, une dernière étape, et c'est là où j'en viens aux analyses vraiment ADN Microsphere Lab, c'est d'aller jusqu'à un niveau de compréhension de la qualité de l'écosystème microbien, avec à la fois des indicateurs ici qui sont plus quantitatifs, mais qualitatifs, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre est-ce que les interactions entre les espèces, est-ce que en fait globalement cet écosystème microbien est plutôt signe de pratiques qui dégradent la biologie du sol ou de pratiques qui vont plutôt avoir un effet favorisant le bon développement de la microbiologie du sol. Et puis des indicateurs là encore plus poussés de fonctionnalité. Donc là de fonctionnalité par exemple de fonctionnalité de certains micro-organismes dans le cyclage de certains éléments comme la solubilisation du phosphore ou d'autres cycles géochimiques comme ça, biogéochimiques, dans lesquels les micro-organismes sont impliqués, et d'autres fonctions sur la santé, sur la nutrition de la plante en général. Donc, aller dans ce niveau de compréhension permet d'apporter une nouvelle pierre, on va dire, à l'édifice de la compréhension globale du système sol, et puis de rajouter une nouvelle pierre aussi sur cette partie moteur microbien, sur lesquelles on avait quelque chose de manquant qui était aller jusqu'à la compréhension de la fonctionnalité et avoir globalement des notions en fait, de qualité de cet écosystème. Pour finir, du coup, on vient de voir pourquoi c'est intéressant de parler de microbiologie, de comprendre ce qui se passe en termes de microbiologie. On a vu aussi comment on intègre la microbiologie dans un diagnostic complet, parce que comme vous l'avez vu avec cette petite pyramide dans la slide précédente, l'intérêt c'est de comprendre qu'il y a toujours d'autres indicateurs qui sont indispensables pour bien comprendre un sol. Par contre, cette microbiologie, elle dépend aussi d'autres indicateurs et elle nous permet d'être un bon bio-indicateur de ce qui se passe dans les sols. Et puis maintenant, la dernière phase que Pedro réabordera dans sa partie, c'est vraiment de comprendre pourquoi finalement, comment on peut analyser cette microbiologie et comment on peut aller jusqu'à ces indicateurs de fonctionnalité. C'est là où l'ADN intervient et les analyses ADN interviennent. C'est-à-dire que, pour un petit rappel, et pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce genre de choses, l'ADN, c'est donc une macromolécule vivante qu'on retrouve dans tous les organismes vivants et que l'on vient... Pardon, et qui est à la fois un marqueur de l'identité des espèces. Donc, vous connaissez dans les enquêtes scientifiques qu'on peut détecter quelqu'un grâce à son ADN. Pareil, dans le sol, on va pouvoir détecter et identifier l'ensemble, une grosse majorité en tout cas, on en reparlera avec les bases de données tout à l'heure, des micro-organismes présents. Et puis, on peut aussi, parce que l'ADN, cette molécule, c'est aussi la molécule, comme on le voit sur le petit schéma, qui va permettre de coder les protéines qui sont les unités fonctionnelles du vivant. Ce sont celles qui vont faire toutes les fonctions, ces molécules. Et c'est dans l'ADN qui est porté le code qui permet de dire est-ce que je vais faire cette fonction-là ou cette fonction-là. Et c'est là où l'ADN est intéressant à étudier, puisqu'on va permettre
on va ici pouvoir aller jusqu'à l'évaluation de fonctionnalité assurée par les micro-organismes, puisque l'ADN va, en détectant l'ADN et les gènes fonctionnels présents dans cet ADN, eh bien, on va pouvoir aller jusqu'à une compréhension des fonctionnalités. Et plus généralement, du potentiel de fonctionnalité, il faut le rappeler, puisque l'ADN reste un potentiel de fonctionnalité pour les micro-organismes du sol. Voilà. Merci, ça sera tout pour l'instant. Merci beaucoup Thomas, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Encore une fois, si vous avez des questions, donc du coup le Q&A ne fonctionne pas forcément, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions directement dans le chat, dans la conversation. Ça nous permettra après de pouvoir les suivre et de pouvoir en discuter tout à l'heure. Je vais laisser maintenant présenter aussi Pedro, notamment la technologie Bicrop, qui est notre base technologique pour pouvoir sortir ces analyses ADN-là, sur laquelle après on va implémenter tout un tas de choses qu'on a travaillé avec Biomakers. Mais c'est Pedro qui va pouvoir mieux vous expliquer comment fonctionne la technologie Bicrop et quels sont aussi les rouages qui se trouvent derrière cette technologie-là. Pedro, ça va Oui, ça va parfaitement. Super. Merci pour me passer la parole. Bon, juste pour remarquer, Biomakers, c'est une société dédiée entièrement au diagnostic de la santé du sol pour connaître en profondeur les fonctions de la biologie du sol. Et on est une entreprise fondée en Californie, aux États-Unis en 2015. Et depuis 3 ans, on travaille en partenariat scientifique et commercial avec Biosphère. Et bon, comme Lucas vient expliqué au début de la présentation, il y a une quantité de micro-organismes dans le sol qui n'est pas négligeable et que c'est un très très bon indicateur et qui clairement fait ça a un rôle et une partie importante à considérer et à étudier en comprenant le sol. Donc, si on veut vraiment comprendre, étudier et travailler des pratiques agricoles qui veulent travailler en synergie avec la nature, c'est fondamental de comprendre ça, de comprendre notre sol, comprendre la biologie à l'intérieur, etc. Mais pourtant, ce qui est encore plus important que savoir qui est là, c'est savoir les fonctions que ces micro-organismes vont faire. Parce que, comme on sait, les micro-organismes vont être liés à de certaines fonctionnalités et ils vont travailler avec notre culture pour les faire pousser, pour apporter des nutriments, pour faciliter la résistance au stress, pour des différentes fonctions. Donc, on va utiliser les micro-organismes comme bioindicateurs de la santé du sol et pour avoir une compréhension plus profonde pour prendre des décisions. Dans la diapo suivante, on voit que ce qu'on va faire dans le processus, c'est analyser toutes les bactéries et tous les champignons qu'on aura dans le sol. On va faire des séquençages d'ADN. On va trouver une quantité énorme d'informations dans les échantillons du sol qu'on traduirait en rapport de fonctionnalité. Donc, c'est de 3 pas. Dans les sols, en travaillant avec les biodata qui va sortir des micro-organismes. Et d'après, quand on sait qui est là, on va évaluer l'écologie et toute la communauté pour savoir cette communauté, comment est-ce qu'elle travaille et quelles sont les fonctions globales qu'on va trouver dans notre sol. Dans la diapo suivante, on verra qu'est-ce qu'on trouve dans les diagnostics Bicrop. Dans un diagnostic Bicrop, une étude de sol Bicrop, on trouvera et on analysera 44 fonctions du sol. Ces fonctions seront divisées dans 3 chapitres: la santé du sol, les indicateurs de qualité du sol et la nutrition. Et dans les cas de la santé du sol, on travaillera tout ce qui est la partie des stress biotiques liés aux pathogènes liés aux cultures et aussi tout ce qui est les hormones de croissance et aussi la partie des stress abiotiques. Et les rendus des diagnostics Bicrop, ça se trouve avec des rapports en PDF, mais aussi un accès à la plateforme en ligne dans laquelle vous pouvez comparer, vous pouvez travailler avec des outils pour y aller plus loin que l'information que vous trouverez dans un rapport PDF.
Comment est-ce qu'on montrera les résultats et les indicateurs? Vous voyez dans la diapositive suivante qu'on utilisera un référentiel comparatif par couleur. Vous voyez que la couleur jaune représente quand la valeur, l'indicateur, c'est très faible et il est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on a des indicateurs, ce n'est pas si utile si on dit que la biodiversité a un chiffre final dans l'indicateur qu'on a calculé de 7,5. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir, ça se va, ça c'est un indicateur faible, oh, très élevé, c'est bon, c'est mauvais. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, la valeur, une de la valeur plus importante de la technologie Bicrop, c'est d'être comparatif. On va comparer dans la même culture, on comparera vigne avec vigne, et les analyses de sol qu'on fait seront comparées avec toute la base de données des analyses de sol des vignes qu'on a fait et qui se trouvent dans la base de données de Biome Makers. Donc, si on a une valeur très faible, ça indique que c'est faible en comparant avec tous les agriculteurs qu'on a dans la base de données et que je suis dans les 20% des agriculteurs avec une valeur plus bas pour cet indicateur. Pour des autres indicateurs, j'aurai des autres valeurs élevées, très élevées, moyennes, etc. Donc, bon, je laisse encore la parole à Lucas. Oui, tout à fait. Merci, merci Pedro pour la présentation globale effectivement de la technologie Bicrop. Donc pour rappel et pour celles et ceux qui soit nous ont rejoints en cours de route ou qui n'avaient pas forcément compris, aujourd'hui on travaille donc avec une analyse de base qui est basée sur la technologie Bicrop. Donc c'est la technologie qui nous permet de faire tout ce travail justement de séquençage ADN, de traitement des données et globalement ensuite de pouvoir transmettre ces données de séquençage et les traduire en fonctionnalités. Et nous, on travaille du coup avec la technologie Bicrop pour traduire ces fonctionnalités en pratique agronomique très claire et vraiment en outil de diagnostic et de conseil complet pour pouvoir faire en sorte que cette analyse soit la plus opérationnelle possible sur le terrain pour les agriculteurs, les techniciens, les agronomes et toutes les entreprises qui, à un moment donné, travaillent de près ou de loin avec le secteur agricole. Moi, j'avais une petite question pour toi, Pedro. Oui. Notamment, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le comment vous avez construit cette base de données, qui est quand même le cœur de votre technologie, c'est-à-dire que passer d'un séquençage ADN à tout ce traitement bioinformatique, c'est quand même ce qui fait tourner votre machine interne. Comment est-ce que vous avez construit cette base de données? Quelles ont été les étapes? Oui, c'est une très bonne question parce que ça, c'est, comme tu as dit, le cœur de la technologie pour avoir le pouvoir d'analyser ce type d'informations. Et avant, on avait la connaissance toujours de qu'analyser la microbiome du sol, la microbiologie, c'est vraiment difficile parce que, comme tu as bien dit au début de la présentation, il y a beaucoup de micro-organismes dans les sols, des quantités énormes qu'on ne peut pas arriver à imaginer. Donc, pour analyser tout ça, il faut travailler avec des bases de données énormes, très, très grandes, et aussi avec des systèmes de computation, d'algorithmes et de bioinformatique qui sont assez puissants pour pouvoir évaluer et comparer toutes ces informations. On travaille avec une base de données qui a maintenant plus de 10 millions de références génétiques et qui a été développée dans des différents pays. On a travaillé dans 44 pays et cette base de données vient d'être développée avec des informations d'un côté scientifiques, des instituts scientifiques, des universités, des entreprises qui travaillent sur l'analyse des ADN, etc. Ouais, super clair. Et donc oui, vous avez notamment mené aussi un programme de recherche européen sur ces thématiques-là pour pouvoir agrémenter aussi cette base de données. Donc il y a un mélange de données effectivement publiques, des données privées et des données qui ont été établies sur notamment le territoire européen via des gros programmes de recherche avec l'Europe, tout à fait. Tu as raison, je voulais dire ça, c'est vrai qu'on a travaillé aussi pendant les dernières années. L'Union européenne a fait confiance en nous pour développer cette technologie encore plus et donner plus et avoir plus d'échantillons dans notre base de données parce qu'il y a une grosse partie qui est la base de données qu'on a créée pendant des années, mais la base de données avec cette information et tous les échantillons qu'on fait chaque année, ça commence à grandir à une vitesse énorme. Aussi, cette semaine, la semaine dernière, on était
dotés par l'Union européenne de la confiance de développer des outils pour évaluer les produits qui sont utilisés dans les sols des intrants agricoles et développer des stratégies pour améliorer la santé des sols dans l'Union européenne. On est très content de ça et ça va être un gros défi. Tout à fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de beaux défis qui nous font face, donc c'est super intéressant. Je voulais avoir aussi une petite question complémentaire. Tu as mentionné tout à l'heure que vous aviez fait le choix aussi dans votre référentiel de construire un référentiel autour des cultures. Pourquoi vous avez fait ce choix-là et pas par typologie de sol, etc. Oui, c'est qu'on a pris la décision d'utiliser cette référentiel parce que c'est facile à voir quand tu commences à travailler avec beaucoup d'informations et beaucoup de données que la microbiote liée à des différentes cultures, ça va être toujours similaire quand on travaille avec une culture comme la vigne, la tomate, le maïs, parce que les sexurières racinaires créées par la plante qui vont faire des interactions entre les micro-organismes et la plante en liaison avec les besoins de la culture vont être similaires. Donc, toujours, c'est important de travailler avec une même espèce. C'est pour ça que quand on compare un échantillon, va être comparé avec la même espèce. Si on parle de vignes, on peut comparer avec la vigne. Comme ça, on peut avoir un indicateur très, très fort de quels sont les indicateurs et quelles sont les forteresses, quelles sont les faiblesses de cette communauté microbienne. Tout à fait. C'est une analyse assez dynamique de la microbiologie qui est en lien avec la plante en fonction de son évolution, de la saison, des potentielles perturbations, de ses stades physiologiques, etc. Donc c'est aussi ce qui est très intéressant avec cette technologie, c'est qu'on va avoir vraiment une dynamique à moyen terme qui nous permet d'avoir un visuel sur la saison en lien vraiment avec les interactions avec le matériel végétal et ces potentiels d'interactions-là proposés par la microbiologie du sol envers les végétaux cultivés. Super, très clair, merci Pedro. Oui. D'un autre côté, je voulais déposer aussi une question. Je sais bien comme vous travaillez, comme les groupes biosphère, microsphère, comme vous travaillez, et vous avez une approche très pratique et appliquée au terrain. Je voulais savoir comment est-ce que avez-vous développé cette approche en utilisant la technologie Microbe? Comment est-ce que vous appuyez dans la technologie Microbe et notre rapport et notre technologie pour rendre des outils et des rendus qui sont vraiment appliqués au terrain pour les conseillers agricoles? Tout à fait, nous c'était déjà un objectif prépondérant au départ, c'est-à-dire que nous à la base on est conseillers, on accompagne des agriculteurs, des techniciens, des agronomes vers vraiment l'implantation de l'agriculture régénératrice, donc la durabilisation des systèmes, etc. et de tout le panel de pratiques qui peut en découler. Et donc forcément, pour ça, il nous faut des outils opérationnels de terrain. Et c'est ce qu'on a travaillé aussi avec vous, du coup, pendant ces 3 années-là. C'est comment est-ce qu'on fait demain. Aujourd'hui, vous nous proposez le fait de pouvoir passer du séquençage ADN à la fonctionnalité. Et le trou qu'on est venu combler avec ces 3 ans de travail, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de la fonctionnalité à l'opérationnel agronomique, vraiment à l'opération au champ. Et c'est tout ce qu'on a travaillé pendant ces 3 ans, qui nous permet aujourd'hui vraiment d'avoir notamment un rendu final qui soit complet sur le plan opérationnel et qui soit très pragmatique par rapport à ça, qui ouvre des possibilités de pratiques, de stratégies sur celles qu'on a décrites avant, donc auparavant, la gestion des matières organiques, des couverts végétaux, du travail du sol, etc. Mais vraiment, c'est pour nous un point primordial d'être opérationnel et effectivement d'avoir une prégnance avec le terrain qui soit très très forte. Et à quoi est-ce que ça ressemble le rendu de diagnostic microsphère en comparant un rapport Bicrop classique? Le rendu de diagnostic microsphère, du coup, c'est un rendu rédigé d'environ 6 pages sur lequel on va avoir l'ensemble des indicateurs qu'on va retrouver par le traitement bioinformatique Bicrop, mais que nous, on va pouvoir commenter en fonction des situations réelles de chaque parcelle, de chaque agriculteur, etc. Sur lesquels ensuite on va pouvoir sortir les points forts, les points faibles, et c'est l'agrégation de ces différentes fonctionnalités et de l'analyse qu'on va en faire qui nous permettent à la fin de proposer des plans d'action concrets, c'est-à-dire de pouvoir développer des choses sur d'un point de vue travail du sol, fertilisation, gestion, protection phytosanitaire, etc., en développant du coup des stratégies à la saison
en fonction des résultats en temps réel et dans ce qui se passe dans le monde réel, au champ, depuis cette analyse, ce diagnostic ADN. Donc, si aujourd'hui on n'aura pas, c'est pas forcément le meilleur format pour vous présenter le rapport rédigé, etc. Par contre, évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, donc à l'adresse contact@microsphere.fr, elle sera affichée en fin de webinaire. On se fera un plaisir aussi de vous envoyer des versions démo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, très concrètement, à quoi ressemble le rapport, à quoi ressemble l'interprétation, qu'est-ce qui est dit dedans, quel est le contenu, est-ce que c'est assez opérationnel, etc. Et donc, on se fera un plaisir de pouvoir vous partager ça à la suite du webinaire. Magnifique. Je vous propose pour la suite qu'on continue. Donc, il y a Thomas qui va reprendre la main pour passer à la troisième partie de ce webinaire, notamment sur les cas concrets en viticulture. On a choisi ces cas concrets justement parce que c'est des cas qui arrivent souvent. Ils sont non exhaustifs, il y en a d'autres. On pourra conclure là-dessus, mais ceci nous paraissait assez pertinent. Et montre aussi la puissance de cette technologie et ce qu'on peut en sortir d'un point de vue agronomique une fois qu'on a ces données et qu'on sait les traiter. Donc voilà, je repasse la main à Thomas. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, l'idée c'est de poursuivre cette présentation avec quelques cas concrets. Donc, on aura le temps d'en présenter deux, donc des cas concrets assez précis, qui reprennent pas l'ensemble des indicateurs présentés dans l'analyse, qui sont vraiment des diagnostics concrets. Et je vais commencer par vous présenter un diagnostic donc qu'on peut retrouver souvent et du coup des conseils adaptés donc de façon assez générale autour des monitorings de pression maladie grâce à ces analyses ADN. Donc là, on est sur un cas en vigne, bien sûr, et on va avoir donc différents indicateurs dans le rapport qui vont nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension de la pression maladie et du contrôle de cette pression maladie par la biologie existante du sol. Et en plus, dans le diagnostic donc ADN réalisé par Microsphere, il y a aussi des données externes de compréhension du système agricole qui nous permettent d'aller plus loin dans le diagnostic et dans les préconisations ensuite, en fonction bien sûr d'un système sur lequel on peut poser ce genre de préconisations, puisque nous on a cette connaissance du coup d'avoir des préconisations adaptées à un système agricole, aussi à potentiellement un contexte pédoclimatique ou ce genre de choses. Donc là, pour aller un peu rapidement sur ce cas, donc, quels indicateurs on va regarder quand on va travailler sur le monitoring de la pression maladie et qu'est-ce que va nous porter l'analyse, la technologie Bicrop? De 1, quelque chose de très concret. Donc, comme je l'ai dit, l'ADN permet d'identifier les espèces présentes dans le sol, donc forcément d'identifier aussi les espèces pathogènes responsables de certaines maladies. Et donc là, dans le cas de la vigne, on se retrouve avec un résultat de rapport où on observe des niveaux, donc on observe très peu de risques importants de pathogènes, donc là principalement de pathogènes liés à des champignons. Et puis on observe donc que ce soit moisissure grise, botrytis ou des micro-organismes responsables de l'ESCA de la vigne, de la maladie de Pétri par exemple, ou du pied noir. Il y en a qui ont été détectés dans ce cas, mais en très faible niveau de risque, c'est-à-dire à des très faibles abondances relatives dans l'écosystème microbien, ce qui fait que on pose déjà un premier constat qui est qu'il y a peu, en tout cas, de charges pathogéniques dans le sol à ce moment-là. D'un autre côté, vous le voyez en dessous, un indice de biocontrôle agent fongicide. Donc cet indice, à quoi il correspond? Il correspond, donc c'est une des fonctionnalités étudiées dans le cadre d'un rapport, d'un diagnostic ADN. On va avoir par exemple ici la capacité du microbiote à lutter contre les pathogènes fongiques, donc de par diverses manières, production de certaines molécules fongicides par certaines bactéries, champignons, action physique directe, de compétition aussi avec ce champignon, et l'ensemble de des micro-organismes référencés comme ayant cette fonction vont permettre de donner un indice de fonctionnalité sur cette fonction-là. Et donc on a ces deux points-là. Donc, on voit des très légers risques. Donc là, on est sur une analyse qui a été réalisée en début de saison. Donc, des très légers risques de risques pathogéniques. Une bonne capacité, parce que c'est ça qui traduit aussi l'indice de biocontrôle, une bonne capacité du microbiote à lutter contre des potentiels pathogènes fongiques. Et puis, quand même un indice là de santé, donc j'aurais pas le temps de rentrer dans tous les détails de ce qui se cache derrière l'indice santé global, mais un indice santé global qui lui
est à la fois basé sur le risque des pathogènes, sur la capacité du microbiote global à lutter contre ces différents pathogènes, et puis aussi sur d'autres indicateurs reliés à la santé de la plante qui vont être la capacité du microbiote à produire des hormones de croissance, donc auxine, cytokinine, gibéréline par exemple, les hormones liées à la croissance, à la fructification, et puis des processus aussi, donc pour rentrer un peu dans le détail, d'autres indicateurs présentés, des indicateurs d'adaptation au stress, donc des indicateurs d'adaptation au stress salin, au stress lié à la sécheresse, aussi à des stress liés à la présence de métaux lourds, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent être identifiées grâce à la bioindication des micro-organismes présents. Et donc, pour finaliser sur ce cas, et là, qu'est-ce qu'on a en termes de diagnostic et de préconisation derrière? On a très peu de pathogènes, on a une capacité du microbiote assez forte à lutter contre ces pathogènes, et puis, bon, un indice de santé moyen relié à d'autres indicateurs dont je parlerai moins ici, mais en tout cas, ce que l'on peut voir derrière tout ça, c'est qu'il y a, en tout cas en ce début de saison, un faible risque, en tout cas, un faible risque de présence des pathogènes principaux de la vigne, et donc des préconisations qui vont être liées potentiellement à la réduction, en tout cas, d'un plan initial prévu au niveau des traitements antifongiques, et donc des réductions des coûts potentiellement aussi pour le viticulteur. Derrière, je rajoute, comme Pedro en a déjà mentionné, que grâce à la plateforme, donc au-delà du rapport, quand on travaille avec une analyse ADN, on a aussi accès en tant que client à la plateforme par la plateforme Bicrop, sur laquelle on va pouvoir utiliser d'autres outils de visualisation, par exemple pour aller voir spécifiquement l'abondance relative de chaque micro-organisme présent dans les sols. Donc si on s'y connaît aussi en microbiologie, s'il y a des choses qui nous intéressent, on peut aller chercher des populations spécifiques, des espèces, des genres microbiens spécifiques dans cette plateforme. Mais donc au niveau des préconisations, des réductions de traitements antifongiques, dans certains cas avec une situation différente, des préconisations de certaines applications de potentiellement de produits de biocontrôle, dans la réduction aussi d'un programme fongique. Voilà, tout ce genre de choses liées à une réflexion autour du monitoring de la pression maladie, par exemple, très important en vigne. Un autre petit cas d'étude que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un cas d'étude lié un peu au pilotage de la nutrition de sa vigne et principalement au pilotage de sa nutrition en termes et de réflexion autour de la nutrition par la matière organique et des réflexions entre les ratios de carbone et d'azote. Donc là, vous avez en plus une petite prévisualisation. Donc, comme l'a dit Lucas, on pourra vous l'envoyer en version démo, mais d'un rapport à diagnostic microsphère un peu donc complet avec des commentaires d'interprétation. On peut aller plus en détail, plus sur la figure de gauche où on a les résultats précis qui sont liés au cycle du carbone et au cycle de l'azote. Dans ces résultats, les indicateurs BioMaker ces indicateurs, donc les indicateurs de gauche, correspondant dans les deux carrés, sont des indicateurs qui représentent en gros une balance entre toutes les fonctions des micro-organismes qui permettent, donc pour le carbone, qui permettent de favoriser l'intégration du carbone dans le sol, ou toutes les voies métaboliques, donc les fonctions des micro-organismes qui vont plutôt rejeter du carbone dans l'atmosphère. Vous avez par exemple des fonctions de fixation de carbone, dans les pertes, toutes les fonctions qui sont liées à la respiration des micro-organismes, la fermentation par exemple qui va rejeter du carbone dans l'atmosphère. Et puis, pour l'azote, un peu différent, on va avoir cette balance sur donc, le carré de gauche, l'indice présentant le carré de gauche, qui va être une balance entre l'ensemble des voies métaboliques capables de rendre disponible de l'azote pour les plantes et l'ensemble des voies métaboliques qui vont plutôt tendance à immobiliser l'azote, donc en compétition avec ces plantes. En tout cas, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'à la fois, on a une balance finale dans ces indicateurs qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble un peu sur, en gros, finalement, la capacité de mon microbiote à rendre disponible l'azote
pour la plante, par exemple, mais on a aussi le détail de chaque voie métabolique, donc comme la respiration, la consommation d'azote inorganique, donc l'immobilisation de l'azote, le cycle de l'azote avec les différents éléments. En tout cas, ce qui est intéressant de comprendre derrière ça, c'est que c'est une situation qu'on retrouve énormément avec ce genre d'analyse qui nous permet de poser un diagnostic concret qui est qu'on est dans une situation, puisqu'en fait, dans un rapport, avoir un indicateur élevé n'est pas forcément synonyme d'avoir un bon indicateur, c'est pas forcément exactement ce qu'on recherche tout le temps. Ici, cette combinaison des deux indicateurs nous montre qu'on a une situation où on a plus tendance à surstocker du carbone mais sans le dégrader. C'est-à-dire qu'on va peut-être stocker du carbone, mais en tout cas, on n'engrange pas une bonne minéralisation de la matière organique. En tout cas, il n'y a pas les communautés capables de réaliser ça, ce qui est sûrement lié potentiellement à des problèmes potentiellement physiques qui ont qui entraînent une mauvaise activité biologique, peu d'oxygène, des choses comme ça, une mauvaise qualité de la matière organique de départ, potentiellement peu adaptée au régime de consommation du microbiote présent dans le sol, et donc aussi des choses en lien en tout cas avec le ratio CN de cette matière organique, cette qualité. Et puis, en tout cas, dans les conseils apportés derrière, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là, on va avoir des réflexions à la fois sur les typologies de matière organique qu'on peut apporter, en sachant bien sûr ce qui globalement est déjà apporté sur la ferme, mais aussi des couverts potentiellement végétaux, en tout cas des compositions globales de couverts végétaux qui peuvent favoriser en tout cas une redynamisation du cycle de l'azote un peu plus rapide, donc des choses plutôt facilement minéralisables, mais des réflexions aussi sur les biostimulants qui permettraient de favoriser la dégradation de matières organiques complexes, par exemple, dans certains cas, et des réflexions plus globales sur le travail du sol, en lien avec, comme je le disais, la structure du sol qui peut être un vrai problème pour l'activité biologique. Pour finir, donc là, on a vu deux petits cas concrets. Ça présente vraiment absolument pas tous les indicateurs présents dans le rapport, mais en tout cas, vous avez eu des petites vues de certains cas précis. Et puis, moi, je voulais finir cette partie sur vous parler un peu de vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire aussi, d'autres perspectives d'analyse et que des choses que Bicrop et Biomaker ont déjà fait depuis des années aussi, des analyses qui vont vraiment permettre d'identifier des blocages d'éléments nutritifs. Donc, qui peuvent être intéressants, par exemple, à la fois en corrélation avec une analyse de sol, et donc voir s'il y a beaucoup d'éléments minéraux dans le sol, mais un problème biologique qui n'entraîne pas leur solubilisation. Plutôt aller identifier des questions de stress biotique et abiotique sur les plantes avec les indicateurs d'adaptation au stress. Et puis, il y a toutes ces questions un peu diagnostic, problème-solution qu'on peut résoudre donc avec ces analyses comme avec d'autres analyses. Mais il y a aussi des projets, et c'est là où je veux terminer vers ça, c'est qu'on a aussi la possibilité, grâce à ce genre de technologie maintenant, de réaliser des projets de plus grande envergure, aussi des projets R&D. Nous, Microsphère, on est aussi là pour accompagner ce genre de choses potentiellement. Et donc, des projets R&D qui peuvent, par exemple, permettre à un viticulteur, ça a déjà été fait par Biomaker, de cartographier sur une vingtaine, trentaine de parcelles les caractéristiques microbiennes de chacune des parcelles, et donc en fait de finalement avoir une sorte de cartographie du terroir microbien qui se cache derrière ces parcelles, mais aussi de cartographier, donc on a vu un exemple concret sur les maladies juste avant, mais de cartographier sur un ensemble de parcelles ou un domaine complet en fait l'ensemble des risques maladies. Est-ce qu'il y a des zones où c'est globalement à chaque fois plus risqué au niveau des maladies dans le sol ou non? Voilà, il y a tous ces projets aussi de plus grande envergure avec lesquels, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, vous avez l'impression d'avoir un potentiel derrière tout ça, on sera ravis d'en discuter plus en détail avec vous ensuite. Voilà, je voulais terminer là-dessus en tout cas, et puis je vais repasser la parole à Lucas pour conclure, et puis on passera à la partie questions après. Merci beaucoup, merci Thomas, merci Pedro. J'espère que c'était clair pour tout le monde, et que les switches aussi de l'ordinateur se passent bien. Mais effectivement, la conclusion aussi de ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils assez puissants qui nous permettent d'aborder vraiment la biologie, et notamment la microbiologie des sols dans son ensemble, de le transformer en fonctionnalité agronomique opérationnelle sur le terrain, et à la fois pour des questions de gestion de parcellaires à l'année, à la saison, etc., et à la fois pour des projets R&D plus conséquents, que ce soit pour l'évaluation de terroir, comme l'a bien expliqué Thomas, ou que ce soit pour l'évaluation de pratiques, de biointrants, etc., etc. C'est des missions sur lesquelles on commence à avoir pas mal d'expérience, et sur lesquelles voilà, on est en capacité aujourd'hui de proposer, via notamment l'analyse ADN
et de compléments d'autres analyses de terrain ou d'autres analyses de laboratoire, des solutions pour vraiment concrètement aller observer et évaluer l'effet de différentes pratiques et différents intrants au champ dans différentes conditions. Du coup, j'espère que ça a été clair. Je vous propose maintenant qu'on passe à un temps de questions-réponses. Donc j'espère que ça s'est bien passé au niveau du changement avec la conversation WhatsApp, mais apparemment oui, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées pendant le webinaire. Je vous annonce d'avance, désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions dans le temps imparti. Par contre, évidemment, si n'hésitez vraiment pas à nous recontacter derrière, donc soit en direct, Thomas ou moi, soit directement via l'adresse contact @microsphere.fr pour pouvoir vraiment répondre à des questions sur lesquelles on n'aura pas répondu. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur l'analyse ADN, le séquençage, etc. Volontairement, c'est des questions qu'on ne va pas forcément aborder ce soir puisque ça reste des questions très techniques et qui ne pourront pas parler à tout le monde. Par contre, évidemment, on est disponible pour pouvoir échanger là-dessus par rapport à tout ça. Il y a une question de Marie Pierron. Bonjour et merci. Avez-vous déjà envisagé de comparer vos données à celles pouvant être obtenues avec des études de vers de terre ou de nématodes qui visent aussi à étudier la santé des sols? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas choisi la technologie Bicrop par hasard non plus. Et avant de commencer à vraiment fortement s'y intéresser, on a fait des jeux de plusieurs centaines d'analyses dont on a comparé les résultats avec nos observations au champ, avec nos analyses complémentaires et les dialogues aussi qu'on a pu avoir avec les agriculteurs qui nous ont montré que très concrètement, on avait des corrélations qui étaient très fortes et que ça nous permettait vraiment d'aborder une notion extrêmement complémentaire et poussée. Et c'est ça, effectivement, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir proposer ce diagnostic complet-là. Donc après, avec des études particulières de vers de terre, de nématodes, ça a déjà été fait, c'est tout à fait possible. Et souvent, on va croiser, effectivement, on peut aller jusqu'à croiser aussi avec la biodiversité fonctionnelle aérienne, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles de faire pour évaluer tout un tas d'indicateurs. La question, c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on veut chercher. Et c'est tout le cœur aussi de la mission Microsphère. C'est de bien aiguiller les axes de recherche pour ensuite pouvoir développer les différentes analyses, etc. autour, en fonction des objectifs particuliers. Ouais, peut-être pour faire pour répondre à la question de Gladys Frontagneux, donc plus en détail les fonctions microbiennes évaluées. Donc pour refaire un peu une vue d'ensemble un peu de tous les indicateurs évalués. Donc on a, comme l'a dit Pedro, de base des indicateurs qui sont vraiment des indicateurs de qualité de l'écosystème microbien. Donc avec des indicateurs de biodiversité, des indicateurs d'équilibre écologique des communautés microbiennes aussi, qui sont représentés derrière l'indicateur de résistance, dont pour avoir parlé, je pourrais pas vous parler plus en détail aujourd'hui pour comprendre exactement ce que ça représente, mais donc des indicateurs de qualité, vraiment, donc qui permettent de traduire un peu est-ce qu'on est sur des systèmes microbiens qui ont été beaucoup impactés par les pratiques ou qui sont plutôt peu impactés justement et plutôt en bon fonctionnement d'un point de vue naturel. Et puis tout ce qui va être donc deux grandes sections, une section santé avec pathogènes, production d'hormones, capacité de biocontrôle, adaptation au stress. Et puis une fonction nutrition avec 4 cycles, donc 4 participations des micro-organismes dans des cycles biogéochimiques très importants, carbone, azote, phosphate, potassium. Et puis des indicateurs aussi sur des éléments mineurs, soufre, zinc et tout, et j'en passe. Donc il y a 8 autres indicateurs de ce type-là. Mais voilà, il y a vraiment ces différents qualités, santé, nutrition, qui sont vraiment trois grandes catégories en tout cas. On a une question pour poursuivre. Je vais un peu vite, je suis désolé dans le déroulé, mais c'est pour qu'on puisse optimiser un peu nos temps et répondre au maximum de questions. Il y a une question de Simon Millet aussi, comment estimer la capacité du microbiote à lutter contre un pathogène? Donc là, c'est ce qu'expliquait Thomas précédemment, c'est qu'à la fois on a le niveau de présence et de risque lié à des pathogènes particuliers, donc ce qui est une première indication qui est intéressante, mais qui est à mettre en relief avec notamment la capacité de biocontrôle du sol. Donc c'est très clairement, si on prend une image toute simple, hein, c'est la quantité de bandits, la quantité de policiers, et derrière, c'est le ratio qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On peut avoir
des populations de pathogènes qui sont présentes, qui sont réellement là. Par contre, si derrière, on a beaucoup de micro-organismes qui sont capables de contrôler ces pathogènes-là, et ben, globalement, c'est comme ça qu'on va évaluer les risques et qu'on va agréger dans la santé au global avec tout ce qui est aussi gestion des stress, sécrétion d'hormones, etc., qui sont des étapes super importantes en fonction des stades physiologiques et des potentiels stress environnementaux, etc. Alors, attendez, il y a beaucoup de texte. Prélèvement, peut-être. Ouais, il y a des questions sur le prélèvement. Également, une question sur le prélèvement, effectivement, c'est une question importante puisque ça définit aussi pas mal de choses. Le prélèvement, il se fait de manière assez simple. C'est un petit échantillon, j'en ai quelques-uns à vous présenter. C'est des petits échantillons comme ça à remplir. Donc avec des prélèvements composites, donc on va prendre plusieurs prélèvements qu'on va mélanger, plutôt dans la zone de la rhizosphère. En tout cas, on va aller chercher le prélèvement dans la zone où on va faire des recherches particulières, et comme l'a dit Pedro tout à l'heure, on va avoir une analyse qui est très en lien avec la culture en place, donc on va aller chercher aussi dans la zone racinaire de la culture. Et ensuite, donc, il y a ce fameux prélèvement composite. On met tout ça dans l'échantillon. Ça part au laboratoire. Donc aujourd'hui, on a un laboratoire à Clermont-Ferrand en France. Donc tout est envoyé en France sur le territoire français. Et ensuite, voilà, il n'y a pas de préconisation particulière, si ce n'est de limiter la chaîne du froid au maximum, donc d'envoyer les échantillons le plus vite possible pour pas qu'ils chauffent, de pouvoir les conserver au frigo, voire au réfrigérateur, voire au congélateur, si jamais c'est sur des durées plus longues, pour évidemment garder les communautés microbiennes intactes. Et voilà. Et après, ça part au séquenceur. Ouais, pour compléter là-dessus, j'ajouterais quand même que ça reste, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que ça reste des indicateurs, donc des indicateurs biologiques qui vont bouger aussi dans le temps, d'un côté qui peuvent aussi avoir une variabilité, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va essayer de faire aussi un mix composite de différents échantillons, c'est-à-dire que si on prenait un bout d'agrégat de sol à un endroit A et qu'on prenait un tout petit bout d'agrégat de sol à un endroit B, on n'aurait pas les mêmes communautés, enfin on aurait des grosses variabilités. Le fait de pouvoir réaliser un échantillon composite est très important là-dedans. Et la stratégie d'échantillonnage, j'ai vraiment envie de revenir là-dessus parce que c'est aussi là-dessus que Microsphère et Biosphère, dans certains projets, a accompagné des personnes là-dedans. C'est que c'est quand même des méthodes d'échantillonnage qui sont très importantes à bien respecter au niveau de la variabilité d'une parcelle. Et ça marche pour toutes les analyses de sol. Vraiment, c'est un des critères les plus importants pour bien réaliser une analyse et pour savoir ce qu'elle veut dire. Et si on veut comparer des choses entre elles aussi, c'est de savoir qu'on est aussi sur des typologies de sol qui sont plutôt homogènes. Si on a une parcelle en pente, entre le haut de la parcelle et le bas de la parcelle, il y a plein d'indicateurs qui peuvent changer, que ce soit les physico-chimiques, que ce soit les indicateurs organiques et les indicateurs biologiques aussi. Puisque s'il y a plus de... Enfin, voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent faire varier la microbiologie. Comme vous l'avez vu, c'est en haut de la pyramide de finalement ce qui est... Ça dépend de tout le reste aussi. Et donc, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est vraiment de se dire qu'il y a un besoin de vraiment être très rigoureux quand même dans les prélèvements de ce genre d'analyse, forcément. C'est indispensable. Et dans la chaîne, le respect aussi de la conservation des éléments, des échantillons est très importante quand même pour assurer une fiabilité des résultats. On va prendre une dernière question avant de clôturer. Encore une fois, si ça frustre certaines personnes, ce que j'entendrai tout à fait. On est disponible après, soit en contact direct, soit via l'adresse mail pour pouvoir répondre à toutes vos questions. La dernière question donc d'Anne Jambrec, c'est: est-ce que vous avez comme objectif d'analyser le microbiote de la phylosphère des plantes in fine? Donc pour celles et ceux qui connaîtraient pas, la phylosphère, c'est toute la zone des feuilles, tout simplement, donc là, une analyse de microbiote aérienne. Aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait opérationnel là-dessus, mais peut-être, Pedro, tu peux nous en dire deux mots sur les potentiels à venir, sur l'analyse effectivement microbienne de la phylosphère. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que tu peux la répéter? Quel est exactement parce que je ne le trouve pas ici. Est-ce qu'on a pour objectif, de développer des analyses microbiennes sur les feuilles des plantes pour pouvoir évaluer les communautés microbiennes
directement sur les feuilles. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on connaît, on a travaillé légèrement, mais c'est vrai que notre objectif maintenant, du côté Biomaker, c'est d'être vraiment les profits de la connaissance des analyses du sol. Parce que dans la partie d'analyse du sol, il y a beaucoup plus d'interactions, c'est plus complexe, on dirait, et donc il y a beaucoup de travail à faire. Et l'analyse dans les feuilles, ça serait aussi intéressant, mais pour le moment, ce n'est pas dans notre avenir de recherche dans les prochaines années. Super, merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture là-dessus. Encore une fois, on reste disponible. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur le. Est-ce que Pedro, Oui. Vous m'entendez? Oui. Pedro. Oui, bon, oui, je pense que c'est ce que je voulais dire pour clôturer, c'est que la collaboration Biomakers et Biosphère de deux côtés permet d'avoir vraiment pour les côtés de Biosphère l'accès à un outil de connaissances en profondeur du sol très puissant qui n'a pas de concurrence dans le monde pour le moment. Mais de l'autre côté, pour nous aussi, pour Biomakers, c'est maintenant, on a le pouvoir vraiment d'approcher un véritable effort de conseil agricole basé sur Bicrop aux agriculteurs. Donc, c'est une situation vraiment win-win. Et on dit gagnant-gagnant en français. Et je crois que vraiment que cette partenariat, cette collaboration, c'est une très bonne nouvelle pour les mondes agricoles, pour les agriculteurs, pour les coopératives, etc. Et on doit les considérer comme ça, comme une très bonne nouvelle. Super, merci beaucoup Pedro. Et en tout cas, je vous remercie aussi à toutes et à tous, à tous les participants, participantes qui nous ont suivis ce soir. Vous étiez près d'une centaine et ça nous fait chaud au cœur parce que c'est un premier webinaire qui ouvrira vers une suite de webinaires. Donc, on vous tiendra au courant, aussi informé sur LinkedIn, sur les différents réseaux, etc. pour pouvoir développer cette analyse, certaines fonctionnalités, d'autres analyses, des cas pratiques, etc. Donc, restez connectés avec nous. Encore une fois, on est disponible si vous avez des questions. Et voilà. Effectivement, oui, je lisais un peu toutes les questions en même temps, beaucoup de questions intéressantes aussi sur la technologie. Il y a plein de questions, enfin voilà, plein de réponses à donner, que ça soit moi ou des personnes aussi de Biomaker qui peuvent. Enfin, on a beaucoup travaillé sur comprendre en fait qu'est-ce qui pouvait se cacher en termes d'intérêt, les quelques petites limites que peuvent avoir l'analyse, tout en fait comprendre vraiment comment elle peut être le mieux exploitée possible d'un point de vue opérationnel. Et là, voilà, il y a plein de questions intéressantes qui sont tout à fait pertinentes que nous on s'est posées en commençant à utiliser la technologie aussi, et sur lesquelles on sera ravi de répondre par mail. Donc n'hésitez vraiment pas à les poser par mail par la suite, quoi. Et puis ouais, moi je suis ravi d'avoir participé. Et puis merci à tous et puis. Merci pour l'invitation et à la prochaine. Bah oui, merci Pedro. Au revoir à tous.